I am looking at the stars. They're so far away, and their light takes so long to reach us. All we ever see of stars are their old photographs. Lorsque l'on en vient à parler d'adaptation dans la science-fiction, beaucoup d'opinions contraires ont tendance à émerger, et on peut vite perdre quelques amis dans la bataille. Car les œuvres originales de SF abordent parfois des sujets si complexes qu'il devient mission impossible de les adapter sur grand écran sans en altérer le sens profond. Le casse-tête s'en trouve décuplé lorsque le médium de base possède déjà son propre visuel, comme c'est le cas des bandes dessinées et comics. Et l'adaptation du roman graphique Watchmen au cinéma en est le parfait exemple. Comme à l'ordinaire, je ne vais que très peu, voire pas du tout spoiler dans cette vidéo, mais j'espère que vous aurez au minimum vu le film ou lu les comics, afin de ne pas être trop perdu dans ce que je m'apprête à vous raconter. Publié entre septembre 86 et octobre 87 par DC Comics, à raison d'un chapitre par mois, soit 12 numéros au total, et signé Alan Moore au scénario et Dave Gibbons au dessin, Watchmen est bien souvent considéré comme l'une, si ce n'est la meilleure mini-série graphique depuis l'avènement des comics. Cette œuvre reste à ce jour le seul et unique roman graphique à avoir été cité par le Times parmi les 100 meilleurs romans en langue anglaise depuis 1923. Et pour cause, le scénario s'en trouve être d'une profondeur incroyable, misant sur un savant mélange entre réalisme, symbolisme et anticipation, le tout formant une incroyable critique politique et sociale. L'histoire, que l'on peut considérer comme une uchronie, se situe dans un 1985 parallèle, alors que la guerre froide est à son apogée, que les États-Unis ont remporté la guerre du Vietnam et que Nixon achève son 5e mandat de présidence dans le bureau ovale. Et bien qu'il y soit question de super-héros, ce qui pourrait bien nous faire nous éloigner de la définition de science-fiction, cette atmosphère dystopique de fin de monde permet de pointer du doigt bien des dérives, et ce par l'intermédiaire de personnages principaux faillibles, imparfaits, voire carrément dégénérés. Et ce choix allait à l'encontre du cliché du super-héros habituel pour l'époque. En effet, aujourd'hui il n'est pas rare de se retrouver transporté dans des univers sombres et déconstruits, mais avant 1986, c'est-à-dire avant la sortie de The Dark Knight Returns de Miller et de Watchmen, ce style d'univers n'existait tout bonnement pas dans la littérature graphique occidentale. Alors certes, à cette époque, Marvel nous proposait des problématiques assez noires car réalistes, mais Moore souhaitait aller encore plus loin dans le glauque. C'est alors qu'il fit confronter ces super-héros, non pas à de simples soucis d'argent ou de deuil, non, mais véritablement à des problèmes d'une importance bien plus profonde. Et c'est pour cette raison que Watchmen développe des thèmes d'une noirceur jusqu'alors inégalée. Folie et paranoïa, agression sexuelle et viol, guerre et holocauste nucléaire, et j'en passe. Et bien que l'histoire se concentre sur quelques personnages, le monde dans lequel ils évoluent et les problématiques qui se posent à eux s'apparentent bel et bien à de la science-fiction. Mais au-delà de ce fond, Moore et Gibbons ont entièrement conçu Watchmen afin de souligner toute l'envergure des possibilités liées au médium des romans graphiques, et ce par-delà de ce que pouvaient offrir les simples mots de la littérature ou bien les 24 images secondes de la télé ou du cinéma. Moore a d'ailleurs dit un jour que si l'on ne voyait uniquement les comics en relation avec les films, alors il ne serait jamais plus que des films qui ne bougent pas. Grâce à Watchmen, il s'intéressa à ce qui rendait les romans graphiques si uniques dans leur forme en tant qu'œuvre d'art à part entière. Par exemple, les pages du roman sont articulées autour d'une structure en 9 cases, 3 par 3, afin de mieux pouvoir centrer le propos, permettant ainsi d'intégrer au milieu des pages les éléments les plus importants de la narration, et donc d'amplifier la précision de cette dernière. Et lorsque cette structure se trouve modifiée, c'est pour des raisons bien précises, qui permettent de mettre en exergue des éléments encore plus importants de sa narration, en nous montrant des scènes d'une envergure beaucoup plus grande. Autre exemple, dans le chapitre 5, Terrible symétrie, chaque planche est articulée en miroir et converge vers le centre de sa narration, vers les pages centrales, celles qui nous relatent la tentative de meurtre sur Adrian, ce qui en fait par conséquent le point d'orgue de ce chapitre. C'est ce rapport au visuel strict qui leur permet de contrôler véritablement les informations qu'ils souhaitent échelonner dans la tête des lecteurs.
Et lors de l'adaptation en film en 2009, Snyder, le réalisateur, a bien tenté de reproduire ce contrôle grâce à l'utilisation de slow motion, mais pour ma part, je pense que l'architecture des planches du comics est indissociable de la narration de son histoire. Même le lettrage est utilisé en tant qu'outil narratif. Il suffit simplement de regarder la forme des bulles de Rorschach avant et après sa crise psychotique. Avant, elles sont régulières, nettes et bien formées, mais après, elles deviennent tremblantes, complètement déstructurées et instables, à l'instar de l'état mental du personnage. Alors certes, ce n'est qu'un infime petit détail qui passe aisément inaperçu, mais qui fait toute la différence si on prend une petite seconde pour l'analyser. En revanche, le choix des couleurs utilisées dans le roman est tout sauf un détail anecdotique. D'ordinaire, les comics utilisent la palette primaire, c'est-à-dire le jaune, le cyan et le magenta, afin de mettre en couleur les dessins. Néanmoins, dans Watchmen, la palette secondaire, c'est-à-dire le vert, l'orange et le violet, se retrouve dans la majorité des cases, à la place des couleurs traditionnelles. Mais lorsque ces dernières sont utilisées, c'est toujours dans un but bien précis. Celui de marquer un moment ou de faire remarquer un détail, car le vif contraste en découlant attire inexorablement le regard. Et bien que Snyder ait joué sur une désaturation des couleurs dans son film, c'est impossible de retranscrire cette particularité à l'écran. Alors certes, l'histoire de Watchmen est importante, mais la manière dont elle nous est contée au travers du roman graphique l'est tout autant, si ce n'est plus. Et bien que j'adore son adaptation cinématographique, je me trouve forcée d'admettre que cette dernière ne correspond pas du tout à ce que Moore et Gibbons avaient imaginé sur leur médium. Évidemment, David Hayter et Alex Tse, les deux scénaristes du film, ont bien tenté d'y incorporer une trame incluant tous les problèmes des personnages, mais la narration n'y demeure pas aussi fine que dans le comics. En effet, le film est empreint d'une violence omniprésente, la poussant à son paroxysme. Nos héros pètent des dents et des rotules à tout va, on brise des os, on scie des bras, et quand le docteur Manhattan utilise ses pouvoirs, ses victimes explosent dans une bouillie visqueuse et sanguinolente. Ses capacités ne nous sont plus suggérées, mais véritablement montrées dans toute leur brutalité. Et étonnamment, malgré l'escalade de cette violence, la destruction de New York semble propre, voire carrément aseptisée. Alors, je ne remets pas en cause l'effet du traumatisme du 11 septembre qui limitait forcément les scènes de destruction massive à l'écran, mais il n'en demeure pas moins que, dans le comics, la scène de la désintégration de la ville qui nous y est dépeinte est d'une violence sans égale. Alors qu'il n'y a pas à proprement parler de violence visuelle dans le roman, l'unique moment où on nous la montre de manière inimaginable et horrifiante consiste en ces 6 planches concernant l'anéantissement de Manhattan. Ce sont d'ailleurs les seules du roman à recouvrir l'intégralité des pages, mettant donc l'accent sur le caractère épouvantable de la scène. Tout le roman prépare ce moment précis, brutalement détaillé, et c'est incroyablement puissant car choquant. Mais lorsque cette scène intervient dans le film, il ne se passe émotionnellement rien, car nous sommes déjà las de la violence des personnages que ce dernier nous a présentés. Et il y existe bien d'autres moments de la sorte où l'on conserve l'événement tout en le sortant de son contexte, créant de ce fait une distance émotionnelle. À la lumière de ce que je viens de formuler, on pourrait penser que le film ne respecte pas le matériau de base. Et pourtant, selon moi, c'est bien le cas, même s'il se permet quelques impairs comme le costume d'Ozymandias. Dans le comics, sa toge violette et ses ornements dorés sont là pour faire allusion à sa passion des mythes égyptiens, tout en lui conférant une allure royale et autoritaire. Mais en ce qui concerne son costume dans le film, on se rapproche beaucoup plus de la parodie de la tenue de Batman dans Batman et Robin, poussant même le vice à reprendre le concept des bas de tétons. Donc ici, Snyder a véritablement sacrifié l'authenticité sur l'autel de la blague méta, tentant de ravir les spectateurs en quête de références plus connues. Et fatalement, ce genre de détail en devient décevant. Décevant pourquoi ? Parce que lorsqu'une franchise est adaptée au cinéma, c'est bien souvent l'adaptation qui va rester dans l'esprit du grand public, et le cas Watchmen ne fait pas exception à la règle. Évidemment, le film n'affecte en rien le comics de base, mais néanmoins, une partie du public peut s'en trouver écartée, alors qu'ils auraient pu le découvrir sous sa forme initiale. Et paradoxalement, on peut aimer penser qu'une autre partie du public ne se serait jamais penchée sur l'œuvre originale s'il n'avait pas vu l'adaptation au préalable. What I've said is that I'm not trying to replace the graphic novel with the movie. As a matter of fact, I think in every opportunity I have, I say, you need to read the graphic novel. Yeah. Like, if this gets people interested in reading the graphic novel, then I've done my job as a filmmaker in creating another million people who have read the graphic novel. Que ce soit en film, en motion comics, en jeux vidéo ou bien tout autre support différent du médium originel,
Les adaptations existent pour compléter ce dernier ou se compléter les unes les autres. Le son de la voix d'un personnage, ou bien encore un effet sonore bien déterminé, ne sont certes pas indispensables à la compréhension d'une œuvre, mais on peut retenir certains éléments qui viendront fleurir notre imaginaire et pousseront encore plus loin l'expérience de transmédia. Par exemple, l'effet émotionnel de la scène où Manhattan désintègre Rorschach me semble beaucoup plus puissante dans le film que dans le roman. Elle résonne en moi d'une manière particulièrement brutale, car elle est empreinte d'une valeur ajoutée. Valeur ajoutée que je serais incapable de repérer si je n'avais pas lu le comics au préalable. C'est bel et bien la juxtaposition de ces deux supports différents qui nous livre finalement une interprétation plus intense de cette scène. Preuve en est de l'incroyable pouvoir d'une adaptation, quelle qu'elle soit. Et le travail de Snyder sur Watchmen, bien que non exempt de défauts, me semble un formidable exemple de ce qu'une adaptation peut apporter à une œuvre, aussi brillamment pensée soit-elle sur son médium originel. Bonne ou mauvaise, fidèle ou pas, une adaptation ne devrait être considérée que comme un complément à une œuvre, et jamais, au grand jamais, comme un substitut à cette dernière. Et c'est bien souvent ce que les gens oublient.